est là. Patrick Lacarrère m'a donné pouvoir, Daniel Lacamp a donné pouvoir à Josie Poecto qui va être là d'une seconde à l'autre. Evelyne Alain Courrèges est là-bas. Jean-Yves Laurent est là. Marie-Josée Landa a donné pouvoir à Henri Jean-Fégui. Pascal Morat a donné pouvoir à Daniel Iria. Corinne Moreau. Présente. En face de vous. Corinne Moreau est là-bas. Bernard Mouchet est là. Yolande de Hutchinson a donné pouvoir à Evelyne Courrèges. Bernard Perret est excusé. Josie Poecto est là. Annie Roger Présent. est là. Christophe Sauvé est là. Monique Sénavoire est là. Claude Terrana. Il est présent et comme d'habitude, comme l'OPH enregistre, j'enregistre aussi, d'accord? Vous voulez nous faire peur? Non, pas du tout, mais ça me permet de me rassurer moi-même. Voilà. Patricia Walsh est là. Gilles Papier est Présent. là, accompagné de M. Delacan. Oui, Vincent Hingard, oui. Et Yann-Antoine est là. Voilà pour la fête. 2 voix, des observations. Pour la première fois, je n'ai pas d'observation à faire parce qu'il est tellement bien conçu, tellement complet que vraiment je ne peux que vous féliciter d'avoir celui ou ça la personne qui a fait ça. Bravo. Bravo. Par contre, si vous permettez, puisque j'ai à côté de moi le commissaire du gouvernement, j'ai une question à poser, si je peux me permettre, naturellement, M. Paquet. Comment se fait-il que lorsque j'émets des accusations graves, si elles n'étaient pas fondées, là vous en avez quelques-uns, comment se fait-il que rien ne se passe au niveau de la préfecture, rien ne se passe au niveau du procureur, il y a pourtant l'adjointe est directement avocate, comment se fait-il que le brouhaha, donc la complicité du conseil d'administration, fasse en sorte à ce que, sans savoir exactement si je dis vrai ou pas, me critique. Ça me dérange. Voilà, ma question est là. Savoir pourquoi. Pourquoi je ne suis pas encore menotté au tribunal, parce que si je ne me trompe, quand on fait des accusations pareilles, c'est très grave. C'est du pénal, ce n'est plus du bras en l'air. Voilà. J'ai tout un tas de documents qui viennent de chez vous, qui montrent qu'effectivement... Et la dernière vient cet après-midi par une lettre par la poste. La toute dernière, Mme Chiffolo m'envoie me disant que ce que j'ai demandé concernant l'espace vert, c'est faux. C'est faux. Il y a des témoins, il dit non, ce ne sont pas des témoins, c'est une pétition. Enfin, je ne veux pas passer à rentrer dans les détails là-dedans, c'est une discussion qu'on pourra avoir peut-être à part avec Mme Chiffolo. Voilà. Ma question est posée, est-ce qu'il y a une réponse derrière? Dans les micros, s'il vous plaît. Oui, M. Paquet, vous voulez dire un mot? Monsieur le Président, oui, juste pour dire un mot, c'est que je ne suis pas compétent, ni le préfet compétent pour traiter des affaires pénales. Donc là, en l'occurrence, je ne peux pas répondre. Voilà. Donc, simplement. Donc quand on fait des accusations, personne ne réagit, ou alors le contraire. On défend, donc on encourage ce que je dénonce. Et donc, je ne sais pas, je découvre, je pensais que le préfet avait son mot à dire. Pardon. Je comprends pas. Je dis ça gentiment. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous tendez un piège un peu gros, pour pas dire grossier, qui consisterait à faire que vous portiez des accusations totalement infondées et assez souvent absurdes, et que ces accusations infondées et absurdes, vous attendez de nous que nous les poursuivions. Et pourquoi vous n'écrivez pas vous au procureur de la République? Mais ce que je l'ai déjà écrit, monsieur le procureur de la République, l'une la plus simple et la plus drôle, c'est que j'ai porté plainte pour l'utilisation de 5 fois ma signature qui ont été utilisées dans vos dossiers, Madame Chiffolo. Il dit, circuler, il n'y a rien à voir, c'est classé. Et voilà, oui, exactement. Et voilà, c'est classé, sans savoir si c'est vrai ou pas. Si j'accuse Madame Chiffolo ou
ou ses employés de faux, non, on classe. Mais dans ce cas-là, ça devrait se retourner contre moi. Je porte des accusations graves. Ça ne vous trouble pas que le procureur de la République classe sans suite? Oh, monsieur, si c'était un ordinateur, je dirais oui, je l'écouterais, mais un monsieur ou une dame, vous savez, ils sont influençables par eux-mêmes, par leur propre éducation. J'ai un seul, voilà, je vais sortir un seul élément. Non, non, stop. Le procès verbal a été adopté, si j'ai bien compris. Voilà. C'est pas pour ça que vous échapperez au reste, monsieur Bayrou. Et voilà, ça rigole comme une crétine. Au sens littéral du terme. Hein. Bien. Alors, nous devons traiter d'un sujet qui est très important. Non, pardon, non, c'est là. Un peu émouvant pour moi, qui est la fin du contrat de la directrice générale qui est commandée par deux éléments. Le premier, c'est le rapprochement de l'office et de la Béarnaise en vue d'une fusion. Et le deuxième, c'est la circonstance qui est créée par l'avancement de carrière de Mme Chifolo, ce qui nous permet d'envisager de concert de fin de contrat qui soit de fin des contrats d'accord entre nous. Madame Chifolo, vous voulez nous rendre compte de la situation au vu du contrat de la directrice générale de l'Office? Alors, je voudrais dire deux mots. D'abord sur un plan strictement terre à terre. Il s'agit aujourd'hui pour le conseil d'administration, après qu'il a statué sur cette question de principe au dernier conseil, de décider de procéder juridiquement à une opération de fusion avec la Béarnaise d'Habitat, puisque, ainsi que c'est indiqué dans le document que vous avez reçu, le projet de loi du Élan, qui doit être adopté demain par l'Assemblée nationale et qui est en cours de discussion ensuite devant le Sénat, prévoit un dispositif de fusion entre des offices et des établissements publics locaux, ce qui est le cas de la Béarnaise d'Habitat, qui sont très très simplifiés, très allégés et surtout qui coûtent beaucoup moins cher à celui qui absorbe la structure. Donc il vous est proposé aujourd'hui de prendre une délibération pour attendre la promulgation, courant juillet, d'attendre la promulgation dans le meilleur des cas courant juillet, dans le pire des cas courant septembre, de la loi Élan pour entamer ce processus de fusion qui ensuite doit prendre 3 mois. 3 mois, c'est court, mais c'est vrai que nous avons les uns et les autres et la Béarnaise de l'Office qui a très largement travaillé sur ce dossier et nous avons une réunion d'ailleurs de tous les personnels à la fin de ça, c'est la première chose formelle. La deuxième chose également formelle, c'est effectivement en lien avec cette situation, le fait de mettre fin à un contrat. Il y a deux solutions dans ce cas-là. Soit procéder à un licenciement dans le cadre de l'absorption, soit négocier ce départ. Et là, il appartient au conseil d'administration de décider si il faire l'une ou l'autre solution. Ensuite, pour être précis sur cette question-là, dans les deux cas, du peut bénéficier, je dois bénéficier, puisque c'est la loi. Vous avez également les textes sur l'unanimité du sentiment, et également de la monétisation du montant du par temps. Ce qui vous est demandé, c'est d'accepter ces deux choses, étant entendu qu'évidemment, quel que soit, enfin évidemment, en tout cas c'est comme ça, quelle que soit la solution que vous retiendrez, y compris le départ négocié, je ne demanderai pas 1 euro de plus que ce qui est prévu effectivement dans la loi. C'est-à-dire que si j'avais pas 1 euro de plus que si j'avais fait l'objet d'un licenciement. Ça, c'est sur le plan très formel et très concret. La deuxième chose que je souhaitais dire, Madame le Président, nous vous demande de délibérer. C'est avec émotion, au bout de 36 ans d'instruction, je la quitterai d'ici la fin de l'année, dans des circonstances, mais je vous fais la motiver. Mais je voulais remercier en particulier les présidents qui depuis 18 ans m'ont fait confiance, à commencer par André Labarrère, qui m'a donné un support de directeur, aux deux présidentes ici présentes qui ont succédé à André Labarrère, Judith Coteau, et Daniel Myriac, avec qui j'ai eu un immense plaisir à travailler, et François Valjean, ici présent, qui m'a fait également confiance dès son arrivée à l'office. Donc pour ça, je veux remercier également les présidents présents et passés. Je souhaite aussi remercier les locataires de l'office, à qui j'ai beaucoup donné, énormément donné, mais qui m'ont aussi beaucoup apporté. Et ça, je voulais le dire aujourd'hui,
une certaine émotion, parce que ça je ne vous le dirai pas, même si d'autres moments difficiles ont été vus à certains locataires, mais c'est la majorité d'entre eux que vous retiendrez et ça m'a beaucoup appris. Je veux remercier l'ensemble du conseil d'administration de la confiance que nous témoignent depuis des mois et des années. Et bien sûr, je veux remercier les chefs de service ici présents et les services à travers eux pour tout ce que l'Office a apporté. Ça, je vous proposais naturellement que l'on choisisse la procédure amiable, parce que c'est la plus fondée, y compris étymologiquement. Non, je veux dire simplement que j'ai pour ma part une grande reconnaissance et une grande confiance. Et oui, je disais au début de la gratitude à l'égard de ce que Joël Chiffrelot a fait avec nous ici, dans un sentiment qui, pour un président, est un sentiment de très grande sécurité. Et puis avec le sentiment, tous les audits nationaux qui se sont succédés l'ont prouvé, un sentiment de réussite remarquable dans la gestion, dans l'ambiance de cette société que nous avons vécue ensemble. Alors, il arrive qu'il y ait des interruptions qui nous soient des exécutions. En tout cas, moi j'ai ça en tête, cette idée que on a fait beaucoup de choses ensemble, et qu'il n'y a aucune raison qu'on ne trouve pas d'autres occasions de faire des choses ensemble. Ceci est mon sentiment et mon point de vue, parce que d'avoir eu autant de sécurité par l'entremise de quelqu'un qui assurait la direction d'une institution dont vous assurez la présidence, c'est pas si fréquent. Et ça mérite qu'on le rappelle, parce qu'il n'y avait pas seulement de la technicité dans la manière dont Joël Chiffrelot a conduit ses affaires, il y avait aussi un très grand sens humain, à la fois des personnes, locataires, salariés, cadres de l'office, mais un peu plus que ça, une très grande compréhension de ce qui se passe dans cette partie de la société que représente à la fois ces quartiers, ce type de logement, cette sociologie, cette manière de vivre que peuvent trouver ainsi des gens qui autrement n'auraient peut-être pas eu les mêmes chances. En tout cas pour moi, ça a été pendant toutes ces années absolument précieux. Et je suis sûr pour vous aussi. Alors je vous propose, vous avez déjà fait une première salle d'applaudissements, je vous propose d'en faire une deuxième après quoi je donnerai la parole à Daniel. Alors avant de dire un petit mot sur Joël, j'ai encore un petit mot sur la fusion, si vous permettez. Alors l'union fait la force, dit-on, mais la force pourquoi? Ce vieil adage est plus actuel que jamais et je reste ébahie que l'on se tourne toujours vers un modèle de société dont on connaît aujourd'hui les limites et les craintes d'imperfection. J'évoquais ce rapprochement avec beaucoup de réticence et c'est avec la même réserve que je valide aujourd'hui cette option de fusion avec la Bernaise Habitat. Les désengagements de l'État au fil des ans ont eu pour effet et pour objet de fragiliser les sous-fiches d'HLM dans le seul but d'aboutir à une gestion essentiellement économique, je dirais même capitaliste, du logement social. C'est devenu, le logement social est devenu aujourd'hui un véritable business. Peut-être pas encore dans notre région, mais nationalement, ça, on le sait. Alors, vu par Paris, ces regroupements doivent d'abord favoriser la circulation de flux financiers entre les différents organismes, à l'image de ce que se produit déjà dans de très grandes collectivités, où des mastodontes du logement social
boostés par des actionnaires privés et privilégient l'investissement, pas toujours de qualité, utilité boursière, au détriment de l'humain et d'un accompagnement social fort. Les faits divers en grande banlieue et la colère de certains édiles nous rappellent chaque jour la triste réalité du désengagement social de l'État. Le gigantisme, qu'il soit agricole, industriel, commercial, a aujourd'hui atteint ses limites. Il est désormais entre les mains de lobbies, il crée des inégalités sociales aggravées, et il est à craindre qu'il en soit très vite ainsi pour le logement social. Nous mettons aujourd'hui le doigt dans un engrenage qui, à long terme, risque d'être fatal à un accompagnement de qualité pour des populations qui sont de plus en plus en difficulté. Et on voit la difficulté qu'on a aujourd'hui à maîtriser certaines dérives. Pourquoi notre gouvernement se lance-t-il dans un plan aussi risqué, aussi ringard, à contre-courant du modèle de société dont nous avons besoin? Dans ces conditions, qu'en sera-t-il demain, en Béarn, du logement social, de l'accompagnement de proximité dans une société de plus en plus inégalitaire? Alors bien sûr, je souhaite de tout cœur la réussite de ce projet, mais je reste persuadée que rien n'est gagné, que dans les différents services de part et d'autre, beaucoup de salariés vivent ce regroupement dans une grande inquiétude, appréhendent sans doute des bouleversements qui s'inscrivent déjà dans leur vie quotidienne. Et je suis aussi très peinée par le premier des dommages collatéraux que nous avons à valider ce soir, la fin de carrière anticipée de Joëlle, notre directrice. Lorsque je suis arrivée dans cette maison en 2008, propulsée présidente, je ne connaissais que le monde de l'entreprise et du logement privé, mais pas grand-chose de la gestion de l'office public de logement. Lorsque j'ai passé le seuil de l'office la première fois, grande était mon inquiétude. Grande était la tienne aussi, Joëlle, pour tout un tas de raisons. Tu as su avec beaucoup de simplicité m'accueillir, m'intégrer dans ta sphère de travail. Bref, grâce à toi, je suis devenue une pro du logement social. Ta gentillesse, ta sensibilité, tes compétences nous ont permis d'avancer dans un environnement de travail agréable, alors que les difficultés s'amoncelaient chaque jour à l'horizon. Les dossiers sont difficiles, de plus en plus lourds, les contraintes budgétaires pénalisantes. Tu as su étoffer et guider une équipe efficace, tonique, responsable, instaurer un climat serein, propice au travail bien fait. Tu as mis la barre très haute professionnellement, mais aussi humainement pour le résultat que l'on connaît. Tu as fait de l'office une belle structure dont tu peux être fier. Tu as tout au long de ta carrière réinventé l'office public de l'habitat à Pau et nous en sommes fiers. Nous avons partagé des luttes, des joies, des peines. Tu as toujours été d'un grand réconfort, car les difficultés s'amoncellent au-dessus de ma tête. Il nous reste encore quelques mois avant ton départ. J'aurais aimé terminer cette intervention par des paroles pleines de gaieté en te disant par exemple « Tes prochains collègues ont beaucoup de chance, Joël, j'espère qu'ils sauront te mériter. » Non. La place des femmes dans le logement social, dans la gestion du parc social dernier n'est plus du tout à l'ordre du jour. Nous actons ce soir la régression de la parité dans ce domaine aussi. Aucun capitaine ne mérite une fin de carrière aussi dure et aussi violente. Alors pour mettre un petit peu, voilà, pour arrêter de pleurer, je m'étais dit que, bon, on tombe du bateau, il y a d'autres personnes qui sont tombées du bateau, il y a un jour un papa qui est tombé du bateau avec son petit garçon, et le petit garçon lui a dit, papa, c'est moi l'Amérique, c'est toi, et nage. Alors Joël, qui a encore quelques mois, mais dès ce soir, ici. Je veux t'exprimer. Moi, je vais dire un mot, il va être bref. Non, Que de cinéma. Bon, je vous assure que tous les jours ont des lendemains. Surtout quand nous concerne les gens en bonne santé et en pleine maîtrise de leur capacité humaine, personnelle, professionnelle. Moi, c'est comme ça que je regarde les choses. Et Joël Chiffolo le sait bien. Voilà, un mot sur ce que Myriam vient de dire. Je me suis exprimé dans une émission jeudi sur ce sujet de ceux qui sont intéressés par le texte pourront le trouver, et par l'émission pourront le trouver.
Je pense que la France meurt d'uniformité. Elle meurt d'uniformité parce que on vit sous un régime absurde, jacobin, qui consiste à imposer par la loi les mêmes règles à des situations différentes. Or, à situation différente, il faudrait avoir des règles différentes. Et j'ai pris l'exemple des offices. Je dis, écoutez, quand la loi dit 15 000 impôts, c'est plus que la totalité sur le bassin, c'est plus que la totalité des logements sociaux. En Seine-Saint-Denis, 15 000, c'est une goutte d'eau. Et vouloir imposer le même chiffre à des situations aussi différentes, c'est absurde. Alors comme moi j'ai toujours de l'espoir, j'ai toujours décidé à me battre, le texte va maintenant aller au Sénat, on va voir ce qui arrive, mais il me semble qu'il n'est pas stupide d'essayer d'imaginer qu'on peut convaincre ceux qui sont les auteurs et les porteurs du texte. Bon, est-ce que c'est une catastrophe la fusion des deux offices? Pour moi non, des deux organismes. Pour moi non. C'est pas une catastrophe. Bien sûr, ça va exiger de l'adaptation. Mais par exemple, je ne crois pas qu'il y aura moins de suivi des locataires, moins d'encadrement des locataires dans la période suivante que dans la période précédente. Permettre que c'est là qu'il faut surtout, je l'ai déjà dit, je pense que vous ne savez pas croire que c'est un non. Parce que contrairement à ce qu'a dit la République la semaine dernière, ça a bousculé beaucoup de choses dans ce maison, mais j'ai expliqué un peu à tout le monde. La fusion de la Bernèse et de l'Office est une chance par rapport à ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale. Parce que de ce fait-là, on va être plus fort pour l'obligation de s'adosser à un groupe. Arriver chacun à 3500, c'est beaucoup moins intéressant que d'arriver à 8 ou 9 000 parce qu'on aura des moyens de négocier pour dire voilà, dans le groupe, voilà quelle position on a. Et donc il ne faut surtout pas, c'est une absurdité d'écrire une chose pareille dans la presse, parce qu'au contraire, la fusion a encore plus de sens, puisque ce qui est en train de se décider au niveau de l'Assemblée nationale, ce n'est pas des obligations de fusion, les fusions sont facilitées, je le disais à l'instant en parlant de la loi là, ce qui est obligatoire, ce sont les regroupements, c'est-à-dire en fait de la mutualisation de moyens. De fédération, voilà, fédération. Mais peut-être même qu'on va-t-on éviter cette disposition-là. C'est pas absurde. Parce que par exemple, comme toi, moi je pense qu'il n'y a pas d'économie d'échelle entre 10 000 et 15 000. Non, il faut que ça s'arrête, il ne faut pas que ça devienne... Oh, non, il y a peu de chances que nous le laissions être. C'est dans l'air du temps quand même. Non, il y avait des situations anormales aussi, convenons-en. Voilà. Pas ici, hein. Nous, on le ramène ici. Oui, nous, on le fait. Moi, je sais que c'est comme ça aussi que je vis, parce qu'en fait, on le ramène à ce qu'on connaît ici. Mais après, en même temps, quand on a les autres collègues, ou quand on a les exposés, effectivement, on se rend compte que nous, ici, on a une chance inouïe d'avoir les deux, la qualité des deux organismes, et autres d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que nos deux organismes non plus, sur le plan ici départemental. Donc il faut le voir, c'est vrai que nationalement, c'est autre chose. Mais c'est vrai que, comme je le disais François, c'est absolument absurde de considérer les 15 000 ici par rapport à Paris. C'est vrai que quand même ça, c'est ça. Moi, je n'ai pas réussi à le faire entendre. Et là, vraiment, moi, je ne sais pas, je croise les doigts pour que, effectivement, d'aller au retour vers le Sénat nous permette de bouger les choses à un moment donné. Mais c'est vrai que quelque part, il y a quand même un blocage national sur ce dossier. Moi, je crois que... Bon, je suis peut-être moins optimiste. Voilà. Je crois que les gouvernements, comme s'organiser la discussion parlementaire aujourd'hui, c'est très mal. Ah oui. Ils gardent constamment une poire pour la soif pour l'autre assemblée, celle dans laquelle ils ne disposent pas de majorité. Mais après, il faut que ça puisse rester quand ça reviendra. Bon, j'aimerais. On verra. Voilà. J'en profite maintenant que j'ai une chose récupérée pour dire combien, effectivement, je travaillais avec Joël, avec plaisir, bon. Et avec qui j'ai donc de l'affection, de l'amitié, ou bien au-delà de l'office, pas loin. Voilà.
Mais j'ai confiance malgré tout dans ce qui va se passer, dans la fusion. D'ailleurs, c'est peut-être même elle qui m'a davantage donné cette confiance-là, parce que quand je lui ai parlé des fusions, c'est exactement ce qu'elle venait de vous dire. Voilà, c'est quelque chose qu'elle arrive à nous faire passer d'une manière très humaine et très acceptable. Donc, je t'avoue que tu m'as aidé à passer ce cap, Lorraine. Donc, une fois de plus, merci. Et d'autant plus que c'est vrai que c'était pas forcément le plus facile à toi, parce que c'est vrai que, comme le disait aussi tant les présidents que Daniel, c'est aussi, entre guillemets, le tendance et effectivement ton départ. Mais bon, moi je sais que je ne te perds pas. C'est sûr. Visiblement, non. Voilà. Bon, oui, Madame Courage. Juste un propos très bref pour apporter un témoignage. J'ai vécu aussi une fin anticipée de mes fonctions dans une collectivité à laquelle j'étais extrêmement attachée en 2011. Et François Bayrou m'a rappelé en 2014, alors que tout le monde savait que je faisais partie de l'équipe d'André Labarrère. Donc je suis là ici, ça a été pour moi d'un immense réconfort. Donc quand il dit par rapport à Joël Chiffolo qu'il pense à un après, moi j'ai confiance. Très bien. Et elle aussi, j'espère. Monsieur Terrana. J'ai le rôle de la brebis galeuse, et bien on va continuer dans ce rôle-là. Bon, ben, je vais laisser le meilleur pour la fin. Je suis tout à fait pour une fusion, pas à la manière dont celle que vous voyez, parce que celle-là, à plus ou moins long terme, elle va enrichir encore certains électeurs de M. Macron. Ils vont finir tous dans le privé, puisqu'il faut vendre, puisqu'on ne peut pas vendre, et vous n'avez pas vendu d'appartement à l'unité, donc il va autoriser la vente par lot. Qui va acheter un lot, si ce n'est ceux qui vont démembrer tout ce qui est OPH, tout ce qui est HLM, tout ce qui est appartements sociaux, qui vont automatiquement aussi, la loi va changer et va pouvoir leur permettre de s'enrichir un peu plus. La deuxième, c'est les compliments que vous faites à Mme Chiffolo, pourquoi pas. Il n'y a pas que du noir. Mais la partie noire, pourtant, je vais la souligner, vous aussi, M. Bayrou. Monsieur le Président, vous avez eu les voix de mes camarades, de mes amis, parce que vous deviez faire un audit. Si vous n'avez pas fait cet audit, quand je vous ai donné des documents où il y avait déjà des arnaques, des vols, et de la corruption, c'est parce que vous saviez donc qu'il y avait ici de la malhonnêteté. Et vous n'avez pas voulu. À plusieurs reprises, monsieur, vous avez fait preuve de mauvaise foi. Et vous avez failli être le ministre, justement, de la bonne foi, le ministre de la morale. Vous n'en avez pas, monsieur Bayrou. Vous m'avez proposé, et vous avez proposé aux associations par écrit de les rencontrer, tout à fait au début de votre mandat. Nous attendons, en tout cas moi, j'attends toujours ce rendez-vous. Je vous ai rencontré plusieurs fois au rendez-vous citoyen du vendredi. Vous avez fait le grand cinéma à votre secrétaire. Prenez un rendez-vous avec pour M. Terrana. Mais j'attends toujours ce rendez-vous. Maintenant, on va passer, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Donc, moi, par rapport à tout ce que j'ai découvert, je vous ai dit, et j'en ai là, et par-dessus le marché, uniquement très peu, par rapport à tout ce qu'il y a, aux 4000 appartements, donc au nombre de résidences où il a dû y avoir pas mal d'arnaques là-dedans, où il y a eu pas mal de malhonnêteté, je vous ai déjà dit, M. Bayrou, et vous aviez dit, d'une manière suffisante, il y a prescription. Non, monsieur. Concernant Verlaine, où il n'y a pas eu le double vitrage, il n'y a pas prescription, il y a vice caché. Concernant Ansaber, non, il n'y a pas prescription, il y a vice caché. Mieux que ça. Mme Chiffolo va restaurer, va améliorer Ansaber. Mais Ansaber, elle sait très bien qu'effectivement, il y a eu des milliers d'euros économisés par l'entreprise qui a changé les vitrages, puisqu'elle n'a pas fait l'étanchéité à l'air. Par-dessus le marché, j'ai écrit, concernant un document, l'indice énergétique, mais alors il est d'un farfelu à mourir debout là-dedans, mais alors c'est incroyable, c'est tout n'importe quoi, il ne sait même pas où est Fouché M, celui qui l'a pondu.
Elle me dit, demandez à celui qui l'a fait. Celui qui l'a fait, il n'en a rien à cirer. Moi, j'ai affaire ici à l'OPH et non pas au Bureau Veritas. Et donc, le Bureau Veritas a pondu un rapport qui n'a absolument rien à voir avec Fouché-M, mais il a été payé. Pour quelle raison? Pour quelle raison, Madame Cifrolo, avez-vous payé ces choses-là? Pour quelle raison, madame, il faut payer pendant 40 ans, pas vous pendant 40 ans, bien sûr, mais l'office HLM a fait payer, et continue à faire payer des robinets, des serrures et autres. Pour quelle raison, madame, vous n'êtes pas encore mis en accusation pour non-assistance à personne en danger? La toute dernière, ça représente à peine un peu plus d'un mois, madame. Madame, vous savez très bien que vous avez un contrat avec ProxyServe où, quand on les appelle, ils doivent intervenir dans les 6 heures. Nous avons un contentieux tous les deux parce qu'ils ne voulaient même pas venir. Et il est fréquent. Vous avez actuellement eu un incendie à Fouché-M, au 6 de la rue du Balaïtous, où vous avez prétendu, votre expert a prétendu que c'était l'électricité. Donc, les câbles ne sont pas dénudés par la chaleur. Le compteur, le nouveau compteur n'a pas disjoncté. Et les pompiers ont déterminé que l'explosion venait de la chaudière. Qu'est-ce qui s'était passé quelques jours auparavant? C'est que le locataire avait téléphoné qu'il y avait un bruit bizarre dans la chaudière et qu'il allait passer. Et il n'est jamais passé. La seule preuve qu'ils vont avoir, c'est que dans sa facture de téléphone, il va y avoir le numéro de ProxyServe qui est inscrit et la date. Et le retour, où en est-il? Normalement, comment dire, le ProxyServe enregistre aussi les appels. On pourra retrouver chez ProxyServe la date d'appel. Donc, le fait que vous acceptiez que ProxyServe ne respecte pas son contrat, et ce n'est pas le seul, il y a d'autres entreprises qui ne respectent pas leur contrat et où des pénalités sont prévues que vous ne récupérez jamais. L'encosse elle-même vous a épinglé là-dessus. Vous avez dit, vous ne récupérez pas. Pourquoi vous ne récupérez? Vous n'avez pas fait la réponse. Pourquoi vous ne récupérez pas les pénalités? Et vous n'avez pas eu de réponse dans la réponse que vous avez faite à l'encosse. Donc je vous pose toutes ces questions, madame. Et donc pour ma part, à partir du moment où il y a une confiance qui est cassée, c'est vrai que sous un aspect BCBG, les gens, ils vous sourient, ils ont peur de vous. Ils ont peur de vous. Et ils acceptent tout de vous. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des représailles. Et les représailles, madame, j'en connais quelques-uns qui sont prêts éventuellement à aller avec ces enquêtes. Et ce que je demande effectivement qu'il y ait une commission qui se fasse, c'est une enquête, ces représailles dont ils ont peur, et dont certains ont subi surtout ces représailles, sont en mesure de pouvoir éventuellement les dénoncer, les édicter et les faire prendre en compte éventuellement par la justice. Le problème, madame, c'est qu'à partir du moment où vous avez des fautes graves, et que l'audit proposé a été refusé, moi je dis, madame, on ne peut pas vous licencier comme ça. Non, on doit vous licencier, ça ne sera pas fait. Bien sûr, vous avez ici toutes les personnes intéressées et le doigt sur la couture du pantalon pour marcher exactement dans votre ligne, dans la ligne de M. Bayrou. Donc, c'est un licenciement pour faute grave, la faute grave. Je vais vous dire, madame, la dernière chose que je voulais dire. Madame, tous les noms de ce conseil d'administration vont figurer dans les réseaux sociaux. Ce que je dis là, madame, je vais le mettre dans les réseaux sociaux. Madame, vous avez 3 ans que je dis la même chose sur locataire OPH. Et aucun des responsables, vous y compris, madame Eria, parce que vous avez été la plus mauvaise et la plus hypocrite voyez, voilà. Et la plus hypocrite des présidentes de l'OPH. Le problème il reste entier, madame. Vous pouvez rire, et là, madame, vous aurez, madame Roger, vous aurez votre nom en priorité, et bien en vue, donc vous inquiétez pas. Le problème pour moi, il est simple. Je m'en fous de ce que vous pouvez penser de moi. Complètement. Parce que je n'ai que du mépris pour ceux qui sont comme vous, madame. Voilà. Pas autre chose, hein. Bon, Oui, réponds. Vas-y. Oui, vas-y.
Je vais vous dire, monsieur, quand on entend des choses aussi déplacées, on a le choix entre deux avis. Ou bien on se met en colère. Mettez-vous en colère. Gravement. Et ma foi, ça m'arrive quelquefois, peut-être, Vous donnez des gifles à ce moment-là. ou bien, comme tout le monde ici, on éclate de rire. Et il me semble que vous avez entendu que cet éclat de rire était général. Par exemple, quand vous dites un audit, est-ce qu'il y a une institution plus avertie en matière d'audit d'un office comme le nôtre que l'ANCOLS? C'est sa mission, c'est pour cela que ces institutions existent. Et j'imagine que vous avez lu le rapport de l'ANCOLS. Que j'ai cité, je vous fais remarquer. Que j'ai cité. Élogieux, mais bien au-delà dans l'appréciation de toutes les qualités de gestion et d'équilibre interne qui ont été trouvées dans cet office. La seule chose, je le rappelle, qu'il reproche, c'est que nous ayons un public qui soit un public très social, à leurs yeux trop social. Et j'ai dit que je ne voyais pas à quoi servirait le logement social si on excluait les gens qui ont en effet ce type de problème. Donc, national est venu faire un audit. Je les ai rencontrés, M. Bayrou, rappelez-vous. Oui, ben, je les avais rencontrés. Et c'est la raison pour laquelle vous avez la seule chose, ils ont été comme vous, ils n'ont pas voulu voir les documents. Hein. Par contre, la seule chose qui figure dans, je l'ai cité tout à l'heure, pourquoi vous ne récupérez pas les pénalités qui sont prévues dans les contrats? C'est uniquement parce que vous avez probablement quelques intérêts avec ces entreprises que vous laissez passer, madame. Quand il y a urgence pour une chaudière à gaz, madame, où il y a un danger immédiat, on n'attend pas 4 jours pour intervenir, madame. Et vous, c'est vous la responsable, madame, parce que vous avez accepté que cette situation perdure et continue. Oui, madame, j'ai un tas de documents suffisants pour montrer que lorsqu'on les appelle et qu'il y a un danger, ils ne viennent pas. Ils viennent quand ils veulent. C'est à prendre ou à laisser. J'ai des enregistrements où j'étais obligé, moi, de téléphoner à l'OPH pour que vous les obligiez à faire quelque chose. Ces enregistrements existent et j'ai demandé à chaque fois, comme aujourd'hui, l'autorisation de les enregistrer, madame. Ou effectivement, vous les avez appelés. Et monsieur, moi, non, je peux les retrouver, Antoine, je crois, qui me répond, ben, et il a dit lundi, ben, ce sera lundi. Madame. Donc, vous savez, il n'y a pas que, c'est sûr qu'il y a toute une partie intéressante de votre gestion, ben, vous êtes bien entouré, c'est normal, c'est très bien, mais il y a l'autre côté, je ne comprends pas, madame, je ne peux pas comprendre, à partir du moment où ça ne rentre pas directement les économies que vous leur faites faire dans la poche, c'est qu'il doit y avoir des raisons pour que vous acceptiez ça. Ces raisons sont lesquelles? Le jardinier vient faire votre jardin, peut-être? Le professeur, il vient entretenir votre chaudière? Peut-être, je ne sais pas. Mais il y a des raisons. Ces raisons, je ne les connais pas. Ce n'est pas à moi de les trouver. C'est à la justice de le faire. La justice ne veut pas s'en occuper. C'est pas grave. Mais en attendant, madame... Oui, à 3 hectares de jardin, j'aurais été une grosse chaudière. Terranara, je n'ai pas de conseil à vous donner. Je vous propose, si vous pouviez arrêter de... ridiculiser, vous l'avez déjà dit. Et encore une fois, vous portez plainte au procureur de la République. Ben, oui, mais malheureusement, nous sommes dans une petite ville de province où il était établi, pas par moi, que la France est la 23e nation où la corruption règne, mais je crois que la capitale, c'est Pau, avec effectivement l'OPH en tête de liste. Je vous propose de dire haut et fort, et j'espère que c'est enregistré. Oui, c'est enregistré, moi aussi je l'enregistre, et je vais les faire passer sur YouTube. Que le procureur de la République est corrompu. Non, je ne suis pas en train de dire ça, il a du boulot par-dessus la tête, mais il demande pourquoi, on pose la question, vous avez des gens qui sont partis de chez eux, avec un état des lieux, et ils se retrouvent avec un état des lieux différent que vous m'avez apporté, vous m'avez envoyé de votre bureau. Vous avez accusé ce monsieur d'avoir falsifié le document qui était dans vos bureaux. Or, ce document une plainte a été déposée par ce locataire, et le dossier est là, par ce locataire au procureur, et le procureur dit, ben, insuffisance de preuves.
Insuffisance de preuves. La seule preuve qu'il y aurait, c'est éventuellement de payer un graphologue. Défiler quand vous êtes coincé. Pardon? N'essayez pas de vous défiler quand vous êtes Pas du tout, je vous donne des éléments, des preuves. Les documents sont là, voulez-vous les voir? Vous êtes un peu jeune pour faire ça. Alors, Je pourrais être votre père, monsieur. je répète ce que j'ai dit. Le procureur de la République a classé sans suite en considérant que toutes vos plaintes étaient infondées. Alors, de deux choses l'une. Ou bien le procureur de la République est compétent, il est dans son rôle et dans ses attributions, ou bien le procureur de la République, comme vous l'avez insinué, est corrompu par l'office HLM. C'est vous qui le dites. Non. C'est vous qui le dites. Là, maintenant, qu'il soit compétent ou pas, je ne suis pas en mesure de pouvoir juger. La seule chose que je peux dire, monsieur, parce que j'ai suivi quand même quelques études, c'est que quand on passe un concours, ben, ce concours ne démontre pas l'intelligence, démontre éventuellement la capacité d'avoir emmagasiné des informations. Et à partir de là, ça ne montre pas éventuellement que le QI soit de 140 ou 160. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Les crétins qui réussissent. Alors, nous avons des délibérations, à moins que quelqu'un d'autre veuille s'exprimer, personne, nous avons des délibérations. La première de ces délibérations part de nos délibérations antérieures, elle concerne la validation de l'option de la fusion, qui a été en effet le choix que nous avons exprimé ici. Ensuite, il faut que nous donnions notre accord de principe pour que il fallait attendre la promulgation de la loi pour mettre en œuvre la fusion, enfin, c'est évident. Deuxièmement, réaliser une fusion office béarnaise dès que la loi la rendra possible. Troisièmement, décider d'un transfert des entrants en bénéfice de la béarnaise, ce qui paraît évident. Quatrièmement, renouveler les délégations données à la directrice générale le 29 mars pour conduire ce projet et l'autoriser à prendre tous actes et mesures nécessaires au lancement, au déroulement et puis à l'aboutissement de ce processus de fusion. Enfin, on va faire cette première étape sur la fusion, qui est l'avis de l'adopter, qui s'abstient. 4 abstentions, qui votent contre, personne. Donc, à l'unanimité, 4 abstentions, ce processus dont je viens de donner lecture est adopté. Il s'agit maintenant de traiter de la fin du contrat de travail de la directrice générale. Ce contrat de travail peut être prononcé soit par un licenciement, soit par un départ négocié. Je rappelle ce que Mme Chipolo a dit, c'est qu'elle ne demanderait pas un centime de plus dans le départ négocié que dans le licenciement. Je propose, moi, que nous choisissions le départ négocié pour avoir la procédure la plus amiable possible. Quel est l'avis de l'adopter? Qui est contre? Et je voudrais que vous mettiez la raison pour laquelle je suis contre. Non, mais je n'ai pas de raison. Non, mais là, cette réponse, elle sera dans le PV. Ça veut dire que je demande le licenciement pour faute grave. Elles sont là. Très bien. Il y en a au moins pour 1,5 kg. À l'unanimité, moins une voix contre, nous avons choisi le départ négocié. Je vous propose de donner délégation au président pour mettre en œuvre et conduire la procédure et de notifier cette mesure à la date qui semblera la plus opportune entre la promulgation de la loi et le 30 juin 2019. Qui est d'avis de me donner cette délégation? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, moins un vote contre, que nous avons déjà entendu. Voilà en tout cas ce rapport émouvant, mais nous dépasserons les émotions pour avancer vers la suite. Nous prenons au rapport numéro 2 le compte financier 2017, madame. Pour moi, des nouvelles, effectivement, le compte financier, ceci étant, compte tenu du résultat de 2,54 millions d'euros, il est quand même
satisfaisant de se dire que nous sommes tout à fait dans les prévisions du plan à 10 ans. Plan à 10 ans qui est essentiel pour l'Office, et qui deviendra, puisque c'est ce plan à 10 ans qui a permis d'élaborer les chiffres et le contenu de la convention en vue pour le renouvellement du quartier Saragosse. Donc effectivement, il était important cette année encore d'avoir un résultat très satisfaisant. Pour 2018, il pourrait l'être moins, puisque vous savez, nous rentrons en régime plein sur la réduction des loyers de solidarité, dont nous venons d'avoir communication voici quelques choses. Alors, à signaler particulièrement dans le compte financier en fonctionnement, en termes de recettes, la reprise sur provision pour gros entretiens qui est plus faible en 2016. Les loyers qui sont en légère augmentation, même si aucune augmentation n'a été votée pour 2017, mais parce que nous mettons en service, nous avons mis en service 52 logements. Le dégrèvement des taxes foncières, qui est l'essentiel du résultat de cette année, puisqu'il s'élève à un peu plus de 2 millions d'euros. Pour les dépenses à signaler, ça c'est important, et ce sera important également dans le cadre de la fusion, puisque c'est un élément qui n'est pas obligatoire quand on est en comptabilité publique, mais qui est obligatoire quand on passe en comptabilité privée, la provision pour santé publique, qui a été mise en place, l'augmentation de la provision pour gros entretiens pour assurer 2 années de provisionnement sur le gros entretien, la maintenance qui a légèrement diminué, les travaux de remise en état de logement en revanche qui ont progressé de 16%, un impact qui est quand même vieillissant et qu'on entretient à chaque mouvement de locataire, il y a un trou en face. Et des frais de structure qui sont en forte augmentation par rapport à 2016, mais malheureusement pas à cause de l'office, puisqu'il s'agit de la charge de la mutualisation HLM, qui est passée de 110 à 247 000 euros en 2017, et la cotisation HCGLS qui a augmenté de 115 000 euros entre les 2 années là aussi. Voilà pour le fonctionnement. En investissement, signaler que l'Office a investi plus de 10 millions d'euros cette année en investissement, 7 millions en construction, acquisition et d'État, et 2 millions en réalisation et remplacement de composants. Remplacement de composants signifie amélioration. Donc, pour financer ces dépenses, l'Office a encaissé 7,6 millions d'emprunts et 1,5 million de subventions. Donc, comme je le disais en introduction, il se confirme que la santé financière de l'Office est bonne. Elle se situe dans la médiane haute de la santé financière des autres organismes HLM et que nous sommes conformes au plan à 10 ans pour affronter les années à venir le financement de la Convention. Merci, c'est une satisfaction. Y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Je mets au voie le rapport qui est l'avis de l'adopter. C'est unanimité. Non, pas une unanimité. Moi, ne reconnaissant pas le travail de Mme Chiffreau, je le vote contre. Excusez-moi. Quand je dis qu'il est d'avis de l'adopter et que vous levez la main, alors soit vous êtes sourd, auquel cas il y a des choses à faire, soit vous ne prenez pas ce ton. Ben, peut-être il faudrait que vous parliez plus calmement, tranquillement, et non pas directement. Qui est on est prêt à l'adopter immédiatement? Directement. Alors, bon, allez-y, calmement. Qui vote contre? Moi, je vote Qui contre. s'abstient? Personne, donc quelle unanimité, moins un vote contre. Parce que là-dedans, il y a de l'argent qui appartient aux locataires et qui a été volé. Oui. Vous ne vous fatiguez pas vous-même, monsieur? Absolument pas, au contraire, je fais du narcissisme en pagaille, grâce à vous. Ça, c'est pas impossible. Mais oui, Ça, mais oui, je ne dirai pas sur ce point. je me flatte tout seul. Et mes chevilles n'enflent pas, c'est étonnant quand même. Hein. Que nous votions l'affectation du résultat de l'exercice 2017, c'est-à-dire 2 millions 5, 540. 540, oui. Oh, avec l'affectation contre-port à nouveau, c'est du classique. Qui est l'avis de cette affectation? Qui est pour? Qui vote contre? Pas d'avis là-dessus. Je m'abstiens. Vous ne pouvez pas attendre que je dise qui s'abstient? Ben non, mais parce qu'après vous me reprochez de le dire aussi trop vite. Non, ben voilà, bon, je le fais. Alors, Bien, donc, écoute, je vais vous aider si vous permettez, M. Bayrou. unanimité moins une abstention. Voilà. Ensuite, le compte rendu d'activité de gestion de la directrice générale. Donc, évidemment, je vous ai parmi et la lecture et la synthèse de ce rapport de près de 40 pages. Je vais juste vous donner les 10 principaux chiffres qu'il faut en retenir, sachant que dans ce rapport figurent les objectifs fixés par la Convention de sécurité sociale et que objectif par objectif,
Il vous a été indiqué lesquels ont été publiés, lesquels ne l'ont pas été. 2 ne l'ont pas été sur les 24, c'est le processus de vente, M. Caramal évoqué tout à l'heure. Effectivement, nous n'avons pas vendu de logement. Et la performance de gestion, mais pour les raisons que j'ai indiquées lors de l'adoption du confinement. Alors, vous dire que sur les loyers, et je le disais à l'instant, il n'y a pas eu d'augmentation en 2017, et 88% des locataires restent en dessous de 6% par mètre carré de surface habitable au niveau des loyers, ce qui fait des loyers extrêmement bas, qui permettra d'ailleurs, je fais une petite aparté, mais c'est quand même important de le dire tout à l'heure, avant d'entrer en conseil d'administration. Grâce à cela, le gouvernement avait annoncé des mesures de compensation de la réduction de loyer de solidarité, auxquelles nous ne croyions pas trop. Il y en a une qui est tombée il y a quelques jours au journal officiel, c'est la réduction de la CG2LS. La CG2LS, c'est la cotisation que payent les organismes. Cette réduction va permettre à l'office, au lieu de payer les 800 000 euros qui sont prévus au budget, de ne rien payer en cotisation CG2LS. Ça veut dire que les 900 000 euros de RLS va dans le budget, mais il est probable, j'attends la confirmation officielle, c'est les calculs qu'on a fait en interne, il est probable que nous économiserons cela en dépenses qui étaient normalement prévues au budget, mais je vous en reparlerai, au prochain conseil d'administration. C'est plutôt une bonne nouvelle par rapport à celui que nous. Merci. Il faut voter notre compromission. Il faut et donner 2 minutes la parole à M. Saint-Pierre, puisque vous avez également fait sa version du rapport. Merci. Je vais être très très rapide. Simplement réaffirmer que la situation financière de l'Office est tout à fait correcte. 3 ratios pour l'indiquer. Le ratio de rentabilité, qui est l'autofinancement net sur le chiffre d'affaires, qui est de 16,51% en 2017, largement au-dessus du seuil d'alerte de 3%. Un autre ratio, le ratio de rigidité des charges sur les produits, qui est certes en hausse en 2017, mais se situe à 0,80, mais qui est à nouveau satisfaisant, le seuil d'alerte étant de 0,97%. Enfin, le dernier ratio de structure, c'est-à-dire les capitaux permanents sur l'actif immobilisé, qui est de 108% et qui est au-dessus du seuil d'alerte de 105%. Enfin, je terminerai par une précision sur le recouvrement des loyers. Indiquer que le taux brut de recouvrement de l'exercice 2017 au 31 décembre 2017, donc les loyers de décembre compris, est de 94,38% exactement, et qu'il est en hausse régulière depuis 2012, puisqu'en 2012, ce taux était de 92,70%. Donc cette évolution est remarquable et peut s'expliquer par la forte coopération établie entre les services de l'Office palois de l'habitat et ceux de la trésorerie municipale, notamment en matière d'octroi de délai de paiement et également en matière de poursuite. Je rappelle que cette coopération peut être renforcée au lendemain de la signature de la convention de partenariat entre les 2 organismes qui avait été signée le 11 juillet 2012. Les aides payées également sont en baisse depuis 2015 de 1,52%, ce qui est très satisfaisant. Conclusion, la situation financière de l'Office palois de l'habitat demeure en 2017 toujours bien équilibrée et lui permet de faire face à ses engagements. Merci beaucoup. Je mets au voix donc le quitus donné, qui est d'avis de donner ce quitus. Et contre. Ça concerne, pardon, excusez-moi, le rapport numéro 4 ? Oui. Non, par contre, là, j'ai quelques observations à faire encore. Je suis désolé, la bête noire, elle n'arrive pas à s'endormir. Je suis désolé. Bien, nous avons signé, Madame Cifolo et les associations ici présentes, une convention concernant la vétusté, l'état des lieux, d'entrée et de sortie, n'est-ce pas? Et donc, je vois ici, à la page 7, au terme de l'entretien courant, l'Office a continué, fournir gratuitement du matériel aux locataires en place. C'était prévu dans le protocole qu'on a signé. C'était prévu. Mais ce que vous ne faites pas, madame, et j'ai encore quelques témoignages là-dedans, madame, ce que vous ne faites pas, c'est de respecter ce protocole. Donc, en plus, il va y ajouter, dans mes adjectifs, la possibilité pour vous de faire toujours ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous continuez, il était prévu que s'il prenait le matériel
et s'ils étaient pressés d'entrer dans le logement, de faire les travaux, mais en réponse, on leur donnait un pourcentage de loyer en moins. C'est-à-dire pendant une semaine ou 15 jours, un mois, on leur faisait cadeau de cette main-d'œuvre qu'ils pratiquaient. Or là, madame, c'est faux. Vous ne le faites pas. Vous leur donnez le matériel, oui, mais à charge de faire le boulot, gratuitement. Et alors, la peine est double. Parce que la personne qui est sortie de cet appartement, elle a fait un état des lieux. Vous avez fait un devis. Sur ce devis figure une certaine somme que vous exigez, quand vous pouvez, vous faire rembourser. Vous ne faites pas les travaux, mais vous les donnez au suivant à faire. Vous gagnez donc le solde, ce que le locataire sortant doit vous payer, ou vous paye, et de l'autre côté, vous leur donnez une petite misère du papier HLM. Alors, toujours pareil, c'est la même chose, 15 kilos de peinture, et une boîte de tout prêt d'enduit, c'est tout. Ça veut dire quoi? Même pas 200 € pour refaire l'appartement à leurs frais. Pendant qu'ils refont leur appartement, ils ne logent pas dans le confort. Et ça, madame, vous parjurez, parce que vous avez signé. Vous nous avez demandé de signer ce document. Il est là aussi. Et vous ne le faites pas. Vous continuez à donner des logements où une partie des travaux, parfois sont faits, et d'autres fois, pas du tout. Donc, ça c'est celle qu'effectivement, en page 7, on retrouve. Intervenir avec la régie ou appel aux entreprises chez les locataires qui le demandent, soit gratuitement, si la réparation est à la charge du propriétaire, soit avec la facturation pour les réparations locatives. Chose que vous faites continuer encore à faire payer alors que c'est à vous de payer quand il y a la vétusté. La nécessité de conduire une veille particulière sur les dépenses de l'état des lieux. Les dépenses de l'état des lieux, il faut faire très attention. On doit encaisser, on ne doit pas débourser. Voilà, madame, votre politique actuelle, qui continue depuis qu'on a signé. T'as signé, non? T'as signé aussi, non? Bon, alors, t'as rien à dire? Allez, vas-y, critique, rigole un peu. Ça? Je peux continuer? L'Office a donc rempli son objectif et les résultats en sont très satisfaisants, puisque une très grande majorité, tant des logements que des immeubles, démontrent une bonne qualité énergétique. Le rapport d'énergétique, il est là. Vous le classez dans cet immeuble. Il est complètement bidon. Faux. Il n'y a pas un millimètre d'isolation thermique dans ce bâtiment. Il n'y a pas de... il n'est pas bâti en parpaing, il est bâti en béton bâché. Ça montre bien, là, la descriptif qui a été fait. Et quand je vous ai posé la question pour ces éléments-là, vous me répondez, vous demandez au bureau Veritas. Le bureau Veritas, il n'a rien à foutre de Terrana. Il s'en fout de Terrana, il n'a pas à répondre à Terrana. C'est à vous de me répondre. Pourquoi ce rapport a été payé et qui n'a pas été effectué du tout, puisque tout ce qui est dedans est faux. Ça fait partie donc effectivement des problèmes qu'on peut rencontrer chez vous. C'est bon, on signe et on paye. Et il y a des raisons. Pour quelles raisons? Ça, c'est pas à moi de l'établir. Pour quelles raisons vous faites des cadeaux? Je continue. Si ça vous plaît pas, écoutez, déménagez, partez. Hein? On me demande, mais vous, c'est normal, vous n'êtes pas là pour ça, vous dormez, vous faites votre sieste et vous l'ouvrez même pas. Vous venez à peine de l'ouvrir, vous venez à peine de prendre connaissance, vous n'avez rien à cirer. Hein? Valeur et bilan des parties recettes annuelles. Les prix mentionnés sur le tableau mis en corrélation avec le revenu fiscal de référence pour l'année 2014 confortent l'absence de réalisme. Non, on va essayer de tomber. Je ne vais pas revenir sur l'autre. Voilà. Voilà, et là la toute dernière, c'est pour Madame Pouilletto. La toute dernière, c'est voilà. Ah oui, on peut pas toujours donner des coups de bâton aux mêmes. Vous seriez assez aimable de prononcer mon nom comme il faut, monsieur Terrana. Dites-le-moi, s'il vous plaît. Je ne veux pas écorcher votre nom, absolument pas. C'est involontaire. Il suffit de le lire exactement comme c'est écrit. Voilà, exactement. Comme c'est écrit, Madame Pouilletto, je n'ai pas devant moi le nom. Pouilletto, Madame Pouilletto. Bonjour, Madame Pouilletto. À la page 11, en
au milieu à peu près, en 2017, l'Office a accueilli quelques 380 locataires et affecté un peu plus de 70 mutations. Sur les entrants externes, plus de 240 étaient très défavorisés. Je ne vais pas continuer le reste, par contre, je vais expliquer pourquoi je veux parler de ça. Vous avez, madame, discriminé un locataire parce qu'il a donné une paire de gifles à un de vos neveux. Je fais cette accusation bien en avant. Je termine si tu veux bien. C'est ce monsieur, dans le rapport qui est là, vous dites qu'effectivement, il a été dit par madame et vous, qu'il était impossible qu'un locataire fasse une demande prépare un dossier à l'OPH, c'est rare, c'est impossible qu'il dépasse les 6 mois. Et là encore, dans ce rapport, il est impossible pratiquement de dépasser les 12 mois. Ce monsieur, il a attendu 3 ans et demi pour avoir quelque chose. Entre-temps, monsieur, madame, il y a 2 ans, il a reçu une lettre lui disant, monsieur, vous êtes en 4e position, sachant que vous distribuez 300 logements par an, s'il est en 4e position, comment se fait-il qu'il y a eu 96 locataires qui sont passés devant lui? Quelle explication donnez-vous, madame? C'était vous qui étiez la présidente de la commission d'attribution. Je ne vous réponds pas du tout à ce que vous pouvez me dire en m'interpellant comme vous le faites. Votre façon d'être et de parler ne me convient absolument pas. Je n'ai donc aucune réponse. Oui, c'est normal, vous mettez le bouclier devant, vous mettez le joker, parce que vous n'avez rien à dire, madame. Parce que vous n'avez rien à dire. Vous n'avez aucune justification, vous n'avez jamais répondu à mes lettres. Une façon de vous adresser à toutes les personnes ici, un peu moins au président, parce que c'est le président, mais non, les autres, nous subissons votre façon de parler, de nous interpeller, de nous agresser. Mais madame, ça donc fait... je ne vais pas vous répondre, honnêtement, vous ne méritez absolument pas de réponse, et en plus, quoi que je vous dise, vous ne serez pas d'accord et vous le... Mais madame, ça fait toute patience à ses limites. Et ce que je dis tout le temps, est-ce que vous vous rappelez, est-ce que vous avez souvenir éventuellement du début de ma patience? Non, vous ne savez même pas quand elle a commencé. Maintenant, j'en suis au mépris et effectivement à dégoisser tout ce que je sais, tout ce que je découvre. C'est tout, c'est tout. Si ça ne vous plaît pas, madame, je suis désolé, retournez dans l'honnêteté de nouveau. Vous étiez certainement avant. Où est ce locataire aujourd'hui, monsieur? Quant à M. Bayrou, comment j'ai pas osé? Si, je lui ai dit qu'effectivement la morale, il n'y en a pas. Mais il n'en a vraiment pas. Bon, le problème, c'était que il a fait rire la France quand il se promenait devant l'Élysée en attendant qu'il soit nommé au ministère. Bon, mais bon, maintenant, non, M. Bayrou n'a pas de parole. Il prétend dans le document d'avant qu'il a un engagement, ça vaut plus qu'une signature, et M. Mouchet lui a demandé signer, faites-le par écrit, signez. C'est vrai, n'est-ce pas, M. Mouchet? Mais non, M. Bayrou a déjà fait des promesses pour effectivement, pour Elisab, de dire qu'ils n'auront pas d'augmentation de loyer. Ils vont avoir un loyer à l'identique de ce qu'ils quittent. Et c'est pas vrai maintenant. C'est fini, ça. C'était avant. Juste, monsieur Terrana, je vous écoute. Juste, monsieur Terrana, je crois que je m'exprime assez librement ici. Vous n'avez donc pas besoin d'interpréter mes propos ou les vôtres. Non, je les souligne pour les faire connaître. C'est pas la même chose, je n'interprète pas, monsieur. Je vous interrogerai volontiers sur la limite entre le ridicule et le pathologique. Contrairement à vous, moi, mon ridicule à moi, c'est celui d'être fier de ce que je suis. J'ai dit entre le ridicule et le pathologique. Eh bien, le pathologique, écoutez, je m'en contente, vous voyez, jusqu'à présent, aucun psychiatre ne m'a encore fait interner. Vous allez y arriver, peut-être vous? Peut-être parce que vous ne les avez pas consultés en temps utile. Parce que, de ce point de vue-là, vous êtes en train, je vous assure, de perdre tout sens commun élémentaire. C'est simplement votre défense, monsieur Bayrou, c'est votre défense, mais ce n'est pas ce qu'il en est. C'est les seuls mots que vous trouvez éventuellement pour vous défendre de vos défauts. Vous avez ici évoqué quelque chose, je vous ai demandé où était le locataire actuellement auquel vous faites allusion. Lequel? Lequel?
Il a eu enfin un appartement. Enfin un appartement. C'est pour ça que c'est pour ça. Attendre presque 4 ans, monsieur. 4 ans, monsieur. Mieux que ça, Madame Myriart, et j'ai encore la lettre de Madame Myriart, quand une dame de Marseille avec 4 enfants, il y a de ça 4 ans, oui, et avec 4 enfants, elle venait de Marseille parce qu'elle était battue. Elle était dans un foyer, et elle avait posé une demande, et j'ai posé la question ici, simplement la question, où est le dossier de cette madame? Où est le dossier? La réponse de Madame Herrera, ça montre sa mentalité. Votre protégé, et elle doit le dire tout le reste. Non, madame, je n'ai pas de protégé. J'ai des adhérents et des locataires qui se plaignent de quelque chose, et je ramène la chose. Votre protégé. À cette époque-là, vous avez la perruque, c'est dommage. Oui, mais non, mais c'est pas une tare, je dis, c'est le souvenir que j'en ai, qui m'en est resté. C'est le souvenir qui m'en est resté, madame. Vous n'avez vraiment pas honte. Tout à l'heure, absolument pas, vous n'avez aucune honte à agir comme vous faites et vous croyez que moi je dois en avoir parce que je dis la vérité, parce que je suis honnête. Non, mais attends, je sais que c'est mal vu d'être honnête. C'est mal vu. Ici, c'est mal vu en tout cas. C'est inadmissible. Vous faites effectivement référence à son problème de santé à une époque. Et ça, je trouve scandaleux. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Voulez-vous réécouter ce que j'ai dit? J'ai dit qu'à cette époque-là, le souvenir que j'en ai, c'est qu'elle avait une perruque. Et bien voilà, il y a une perruque quelque part. Non, c'est vous qui interprétez qu'il voulait créer l'incendie, l'incident, qui voulait envenimer la chose, madame. Madame, comme je dis, vous êtes politique, et les politiques, ma foi, je crois qu'il faut s'en méfier, parce que, pour cela... Purement et simplement honteuse. Tout à fait, vous avez raison, c'est honteux. Ce qui se passe ici est honteux. C'est couvert encore par un plus de la majorité des gens. Simplement, faisant partie de la commission d'attribution, je veux affirmer ici. Oui, alors là, c'est le pire de tous. Les locataires d'ISAB ont le loyer maintenu tel qu'ils l'ont à ISAB quand ils ont un autre logement. Et voilà. Tous ceux qui sont à la commission d'attribution peuvent l'attester. Bien sûr. Ah, mais je ne peux pas dire le contraire, je n'ai aucun document, mais par contre, j'ai lu la convention qui a été signée derrière mon dos, parce qu'il n'y a pas eu, la convention qui a été signée par les associations, parce qu'il n'y a pas eu de débat, du tout, je l'ai lu, cette dimension. Donc, pour le moment, personne n'est encore venu me voir pour dire que... Hein? Non. Il y a des locataires qui sont mis dans des commissions d'attribution. Il y a des locataires qui sont mis dans des commissions d'attribution en office, par exemple à l'OD 64 en envoi. Et c'est vrai qu'ils ont des baisses de loyers qui sont imposées, mais qui, parfois, les loyers proposés ne correspondent pas forcément. Ils sont très légèrement majorés par rapport aux loyers qu'ils ont à les mêmes tarifs. Mais les bailleurs sociaux qui prennent en compte ces locataires baissent eux-mêmes leurs loyers. C'est ce que j'ai lu, effectivement, mais pour le moment, personne n'est venu me voir pour me dire le contraire. Et je ne suis pas encore dans cette critique-là, pour le moment, d'accord? Vous voyez. Bon. Fort bien. Donc, je vous propose de donner quitus au compte-rendu d'activité et de gestion des deux rapports. Qui est l'avis de Quitus, tout le monde, non, qui vote contre. Voilà, vous avez tout compris. Compte rendu des dossiers financiers en instance et adoption des principaux indicateurs les concernant. Donc l'intérêt essentiel de ce rapport et surtout du document que c'est que vous ayez une vue exhaustive de tout le foncier en cours à l'office, tant en matière de construction neuve que de réhabilitation. Au passage, vous avez sous les yeux le rapport dans lequel on vous indique qu'il y a 4 modifications importantes, 2 qui sont dues pour l'opération Merisier, destinée aux gens du voyage que nous venons en faire depuis le 1er juin, et l'opération Sequoia qui ont pris, du fait de l'augmentation du taux de TVA au 1er janvier, une très grosse augmentation, puisqu'on est passé de 5,5 à 10%. Une modification mineure pour Orange Terre de l'Os, un foncier à céder au département qui rentre dans la voie publique. Et enfin, une information concernant le programme Sycomore pour les personnes âgées, au terme de laquelle nous risquons de nous voir refuser finalement, alors qu'il avait promis un prêt de la CARSAT et qui va nous obliger à faire zéro. Va nous obliger à souscrire un prêt complémentaire auprès de la Caisse des dépôts et peut-être à imposer une augmentation de loyer aux gestionnaires du logement produit.
personnes. Si, mais attends, on est sur la même idée. Non, on est sur le compte rendu des dossiers fonciers, mais j'ai effectivement parlé de Marivier. Nous venons de prendre une augmentation de 265 000 €. Alors, non, mais bon, en dehors de ce propos, je voulais dire à quel point moi je trouve, effectivement, je sais que la seule a trouvé cette réalisation remarquable. C'est quelque chose qui était attendu, qui a fini par arriver. Merci Monsieur le Président. Voilà, merci Monsieur le Président, parce que je sais effectivement que personne n'y croyait. Il y en avait même beaucoup qui étaient très sceptiques, pour ne pas dire qu'il y en avait qui ne trouvaient pas que le nombre de logements, etc. Donc moi, je trouve qu'effectivement, d'abord, c'est un beau pari, parce que nous avons réussi à faire des nouvelles quand même. Ça va avec. C'était une des conséquences, une des raisons, je ne sais pas trop dans quel ordre il faut le dire, mais dans tous les cas, c'est ce qui passe. Mais la réalisation de ce lotissement, avec l'esprit dans lequel il a été fait, voilà, je tiens à le saluer, parce que c'est pas une population que nous avons l'habitude de voir aussi facilement que ça et que nous connaissons. Donc, ils nous ont bien. C'est encore une fois de plus, je tire mon chapeau à l'équipe de la Joël et à son équipe, parce que ça donne effectivement une bonne ambiance et en même temps, ça ne fait pas craindre tout ce qu'on a pu imaginer. Merci beaucoup. Je mets au voix ce rapport qui est d'avis de l'adopter. Qui est contre? Toujours pareil. Merci. Unanimité moins une voix. Ensuite, compte rendu des décisions prises. Alors, classique, une procédure pour impayé de loyer, déplacement de fonds de souscription d'emprunt et une demande de complément comme à chaque conseil d'administration pour engager des procédures pour trouble de voisinage ou pour non-entretien des chaudières, et également une modification formelle pour une erreur de retranscription de chiffres sur le tableau 1B, le budget synthétique, qui a été adopté au dernier conseil d'administration. Merci. Y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Je mets au voix le rapport. Il est adopté à l'unanimité moins une voix. Toujours oui. Parfait. Ensuite, compte rendu des décisions prises par le bureau. Il n'a pas pris de décision, donc c'est adopté à l'unanimité. Suivi et maîtrise du stock de fourniture du service de proximité. Alors là aussi, c'est un rapport qui est devenu classique, qui vous est transmis tous les ans au mois de juin, qui vous permet d'avoir une vision tout à fait exhaustive des entrées, des sorties, des achats, des matériels obsolètes hors d'usage ou perdus, et d'avoir une vision du stock à ce jour, qui c'est après au 1er janvier de l'année, qui est à 13 581 €. On vous demande d'en prendre acte et de confirmer les termes de la délibération précédemment adoptés sur ce compte rendu. Observation? Il n'y a pas d'observation. Vote? Même vote? Oui. Très bien. Ensuite, compte rendu des décisions, compte rendu d'activité de la commission d'attribution. Alors ici, quelques administrateurs membres de la commission ont déjà dit deux mots du travail de cette commission. Je le compléterai en disant au rapport qu'effectivement, il y a 5 indicateurs à retenir. Un nombre de demandes de logement très stable, qui se situe autour de 2200 logements, excusez-moi. La situation financière du demandeur demeure très fragile. Une demande de logement, même si c'est beaucoup pérennisé. Des attributions à plus de 65% faites à des budgets défavorisés. Et une occupation actuelle du parc révèle une situation difficile, voire très difficile pour certains foyers. Donc on vous demande de confirmer la priorité de la mutation de locataires des logements en difficulté et la volonté du Conseil et de la Commission d'attribution de favoriser la mixité lors de chaque attribution, en particulier dans les quartiers très populaires. Merci. Qui veut s'exprimer? Personne. Je vais vous le rapport qui est l'avis de l'adopter. Unanimité pour. Pareil. Quand vous votez contre. Ah oui, oui. Je ne reconnais pas du tout à partir du moment où je dis qu'il y a un licenciement pour faute. Je ne reconnais plus. Je tiens à remercier tous les membres de cette commission qui se réunissent tous les lundis la semaine. Et puis les services qui nous préparent et qui nous facilitent bien la tâche
pour qu'effectivement nous prenions des décisions. Donc j'en profite pour vous remercier de votre fidélité à cette commission et de ce travail qui s'est fait en même temps aussi dans un excellent établissement. Surtout qu'il faut y ajouter qu'ils sont aux ordres. C'est là il faut les remercier très fortement. C'est fatigant. J'aurais dû commencer ça tout à fait au début, il y a 9 ans, monsieur Bayrou. J'aurais dû commencer comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui, on serait plus à l'aise et que les manigances qui sont faites dans le dos et en cachette avec les locataires, aujourd'hui, elles auraient peut-être disparu. Parce qu'il a fallu qu'il y ait certains articles sur les journaux pour qu'enfin, déjà, certains éléments ne figurent plus dans Adoption du tableau des effectifs 2018. Bon, c'est un classique, tous les ans au mois de juin, on vous propose de supprimer certaines postes. Alors, transformer un poste de rédacteur principal de deuxième classe en un poste de rédacteur principal de première. De transformer 2 postes d'adjoint administratif principal en poste d'adjoint administratif principal de première classe. Et de supprimer un certain nombre de postes, puisque vous savez, nous ne sommes plus de fonctionnaires. Je mets au voie le rapport qui est adopté. Qui est contre? Toujours pareil. Très bien. Ensuite, enquête de satisfaction auprès des locataires et complémentaires. Alors, on va le faire très vite, puisqu'il est prévu au prochain conseil, c'est-à-dire en octobre, qu'on vous la présente. On veut simplement vous dire que le cabinet vient de la présenter. Là, simplement vous dire que plus de 92% de locataires sont satisfaits. Et que nous vous proposons quelques pistes de progrès néanmoins. Très bien, merci beaucoup. Et ensuite, élection des représentants des locataires modalités. Alors là, c'est relativement simple. Malgré la fusion, les élections auront lieu puisque le projet de loi n'a pas été modifié. En revanche, il y a une disposition qui a été adoptée par amendement, au terme de laquelle, une fois que les élections auront lieu, que les représentants auront été élus, ils doivent se mettre d'accord entre eux pour désigner des nouveaux représentants pour la responsabilité. À défaut, c'est le préfet qui désigne. Je vous demande donc aujourd'hui de donner des délégations pour organiser les prochaines élections. Je vous demande délégation. Qui est d'avis pour donner délégation? Tout le monde Peut-être dans le souci de rassurer les locataires, parce qu'il y a quand même une inquiétude concernant cette fusion au niveau des locataires. Il y a une fusion, regroupement qui laisse penser certainement des locataires qui vont perdre leurs repères en termes de personnel, en termes de contact, etc. Il y a peut-être là, déjà là, vous avez répondu que ça ne changerait rien. Voilà. Mais il faudrait certainement aller plus loin et il y a ce couple, représentant des locataires, salariés, qui me semble intéressant à cet égard pour sécuriser. Et si on doit choisir dans 6 mois, enfin, d'abandonner la moitié ou 2 tiers des élus, il me semble qu'il y a là une sorte de marché de dupes qui sera en tout cas mal compris. Donc je pense, en tout cas pour vous, que la loi prévoit, mais je pense qu'il n'y a rien d'interdit d'ajouter ou de maintenir pour une durée, au moins le prochain mandat, en place le nombre d'élus ici, et de ne pas choisir quelques mois après, on va demander aux gens de voter pour un certain nombre et on va les supprimer 3 mois après. Ce ne sera pas le meilleur gage de sérénité pour les locataires. Ils doivent pouvoir garder les salariés en face, et ils doivent pouvoir garder aussi leurs représentants de locataires qu'ils ont élus pour le mandat. Peut-être que monsieur le directeur départemental adjoint pourrait répondre sur cette question. Oui, enfin, moi ce que je vous propose, parce qu'on a effectivement travaillé ensemble sur le sujet, il y a de toute façon une possibilité de prolongation des mandats actuels. Là, vous pouvez le faire et du coup solliciter cette demande de prolongation. Après, il faut quand même qu'on attende un petit peu le vote de la loi Elan, parce que voilà, elle va encore évoluer, même si voilà, il y aura une décision à l'Assemblée, un vote à l'Assemblée nationale va passer au Sénat, pour qu'on affine ce travail pour lequel on comprend complètement, j'allais dire, votre interrogation, mais bon, je pense qu'on travaille suffisamment proche avec l'Office HLM et puis la Béarnaise
pour aller dans le sens que vous voulez aller, mais il faut quand même qu'on regarde ce que la loi nous permet de faire, et en tout cas de borner les choses et d'être transparent vis-à-vis de vos demandes. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun souci. On ira dans le bon sens, mais on sera toujours cadré par la loi. Voilà. Mais il faut qu'on regarde ce que donne la loi, et aujourd'hui, elle bouge. Voilà. Si je veux me permettre de vous poser une question, mais... Tout à fait. Et donc, on est en attente, mais c'est quelque chose qui peut effectivement évoluer. Ça a été, c'est quelque chose qui sera, personnellement, avec d'autres, nous regardons pour effectivement, nous y veillons. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation. À bientôt. Sans déconner. Thank you.